ce moment, les carnets, je continue. Déménagement d'archives, expulsion d'archives. Mon archive, c'est ça, c'est mes carnets, c'est le testament, c'est en vidéo. Et là, j'ai exhumé ça. Pareil, c'est un peu crado. Je savais plus ce que c'était. C'est-à-dire, il a fallu l'infini 19, été 1987. Et il a fallu que je regarde la table des matières, savoir qu'est-ce que je raconte là-dedans, qu'est-ce que j'avais écrit là-dedans. En fait, c'est un entretien qui s'appelle Côté cuisine. Alors, le numéro était dirigé par Alain Nadeau, disparu. Il y a pas mal de temps là que je compte faire une vidéo sur les livres d'Alain Nadeau, Archéologie du zéro, L'envers du temps. Et bon, ça se prépare. Il y a le temps, il est mort. Mais bon, c'est des parcours qui ont compté, on s'est voisiné, puis hop là, après ça peut plus ou moins s'écarter, puis là maintenant, là dans le présent, bah, souvent il est là quand même, je sais qu'il est très présent aussi pour le copain Pierre Michon, et d'ailleurs, là tu vois, le numéro avait pour titre « Où en est la littérature ?» On se prenait pas pour des merdes. Hein. Mais attention, moi j'étais juste, on m'a invité, on m'a proposé un entretien, une personne qui s'appelait, dans mon idée, c'est quelqu'un qui vivait en Suisse, Sonia Nowoselski-Müller. Alors, jamais plus échangé depuis lors. Donc bon, je suis responsable de rien, là, sinon d'avoir participé. Et Alain Nadeau, juste après, Pierre Michon, et il donne, Pierrot, un extrait de Vie de Joseph Roulin, donc, qui allait paraître chez Verdier. Ensuite, il y a Michel Royot. Michel Royot, je détestais pas ses livres, franchement. Et j'ai un souvenir aussi de l'avoir croisé, mais on n'a pas vraiment échangé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Où il en est? Qu'est-ce qu'il écrit? J'en sais rien. Olivier Rollin. Comment j'ai écrit quelques-uns de mes livres? Alors lui, Olivier, toujours présent sur la scène. Ce n'est pas pourtant que mes trafics littéraires se laissent aisément définir. Bah, c'est toujours le cas pour nous tous. François Bon, Côté cuisine. Alors cet entretien, bah, je vais le scanner quand même, parce que au moins que j'ai une trace là quelque part dans l'ordi, mais ça me gêne de garder ces trucs. Tu vas voir pourquoi aussi. Jean-Philippe Domecq. Alors lui, toujours présent, je vois de temps en temps passer là, des petites interventions sur Facebook. Gérard Massé. Alors, Gérard Massé, aucune idée de ce qu'il fabrique. Je me souviens d'un livre sur Nerval qu'avait fait ce gars-là. Eugène Savitskaya. Waouh! Alors Eugène, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il a fait que... Waouh! Se bonifier, c'est pas le mot. Mais plus ça va, plus c'est important ce qu'il écrit. Alors là, il écrit c'est un récit, c'est une fiction. Le sens du vent... Ah, tu vois, c'est toujours quand même consistance. Dans les 4000 mots, l'inventeur vivait dans une forteresse au centre de laquelle il avait installé la fameuse turbine à 800 pales de fabrication chinoise. L'énorme hélice produisait un courant d'air d'une vitesse maximale, etc., etc. Bon, je crois quand même que ça... Quelques trucs comme ça, au moins les scanner pour les archives là, du Patreon. Henri Raximov. Alors lui, je me souviens aussi de cette croisée pas mal de fois, mais aucune idée de ce qui vient. Tu vois, on dit la littérature, le livre, la pérennité. Bah ouais, mais c'est une pérennité provisoire. Voilà, poussière, 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 poussière. Jacques Jouet, Oulipo, ça, toujours là. Claude Delarue, connais pas trop, je crois qu'il est publié au Seuil. Hubert Haddad. Alors Hubert à Lyon, lui, de temps en temps, là, on s'écrit de temps en temps, puis il y a tout son travail là sur les ateliers d'écriture qui est important aussi. Marc-Édouard Nab, qu'est-ce qu'il faisait là? Aucune idée. Marcel Benabou, Oulipo. Richard Millet, bon bah, tu vois, ça il a bien fallu qu'il dégage. Gérard Wachsmann, Art Isn't Nice. Et Wachsmann, vous savez qu'il avait fait ce livre, est-ce que c'était avant, après, dans ces années-là, qui est fait uniquement Art Isn't Nice, la littérature m'endort. Comment ne pas déchiffrer dans le ciel, celui du lit, le signe de... Bah, tu vois tous ces paquets de prose. Et tu vois, c'est ça qui me gêne et qui fait qu'en ce moment, j'élimine. Tu vois. La prose, ça meurt. Qu'est-ce qui fait qu'une prose ne meurt pas?
Et c'est ça la question. Et si elle est grave, si j'ai encore un peu de temps devant moi et que je peux la rejouer, ben là, en ce moment, il faut que je fasse le vide. Jean-Pierre Martinet, je connais pas. Marie Redonné. Redonne après Maldonne. Marie Redonné, elle avait commencé par publier à minuit. Alors elle, j'ai regardé, parce que pour moi, aucune nouvelle, aucun échange. Et elle continue de publier au Tripode. Elle a publié 2016, 2018. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle écrit là? Et ben, j'ai pas eu non plus la curiosité. Enfin, en tout cas, ça m'est pas venu dans les mains. François Rivière. Pas de souvenir. Jacques Géraud, La Dormition de Maman. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était chez POL. Ça. Aucune idée de ce qu'il est devenu. Dominique Noguez, lui par contre oui. Jean Rollin, La Frontière belge. Et ça, par contre, c'est des drôles de questions, tu vois. C'est-à-dire que Jean Rollin, là, on lui demande un texte pour l'infini, où en est la littérature, il répond par une exploration géographique, bien avant que ces explorations, le détroit d'Ormuz, ou les chiens dans Mexico, ou assis par terre là, dans le port à Beyrouth, ou le pont de Besançon, ce soit devenu le centre de gravité de son travail. Morgan Sportes, bon, c'est bizarre, parce que je le connais pas, mais j'ai souvenir que je l'aimais pas déjà à l'époque, et que bon, du coup, ça n'a pas dû faciliter. Jacques Abeille, tu vois, j'avais fait un carnet la semaine dernière, j'ai écrit un livre avec Jacques Abeille, et je m'en souvenais pas, ce petit livre-là pour le 10e anniversaire de la librairie Machine à lire à Bordeaux. Eh bien, en fait, je m'étais croisé aussi avec Jacques Abeille dans un autre livre. Ça ne m'étonne pas, côté Alain Nadeau. Pour nous, Les Jardins statuaires, c'était vraiment un livre collection texte Flammarion. Et donc là, c'est encore une autre fiction. Peut-être que justement, tout à l'heure, là, je vais la lire. Et ça finit sur... Alors celui-ci, je m'en souvenais, parce que cette phrase, je m'en souvenais. Un entretien avec Valère Novarina, Philippe Diméo. D'où vous viennent vos titres? Valère Novarina. Travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche. C'est une phrase de Pascal. Je suis voleur de titres. Le drame de la vie vient de Rétif, de la Bretonne. Le discours aux animaux de Descartes. Le babil des classes dangereuses de Loredan Larcher. La phrase de Pascal, je l'ai lue la semaine dernière, elle a roulé dans ma tête presque toute une nuit, 17 syllabes lumineuses et incompréhensibles. Il y a des phrases comme ça qu'on aime parfois jusqu'à vouloir les inscrire sur des cailloux, se les tatouer sur les bras et choisir pour sa tombe, comme des pierres à remâcher dans notre esprit, à retourner dans tous les sens, des fusées, des noyaux d'énergie, des éclairs en langue étrangère. Tolle, légué, manetesel fares. Dès que j'ai su lire, j'ai beaucoup navigué dans les pages roses du Petit Larousse. Ce sont ces mots très courts, ces maximes mystérieuses entendues dans l'enfance qui émeuvent, qui nous mettent en mouvement, qui nous font écrire, qui nous donnent l'élan pour la première fois. Comme dans les danses des derviches, c'est un baiser à un ancien, à un maître immobile qui ne peut plus tourner, qui donne l'impulsion, qui fait que les robes s'ouvrent, que la gravitation commence. Valère Novarina, moi, je ne le connaissais pas à l'été 87. Enfin, en tout cas, justement, probablement, c'est là où je l'ai lu, peut-être pour la première fois, mais c'est juste après fin 88 qu'on s'est rencontrés. Il y a un colloque à Berlin, il y a aussi Marine Diaye. Ben voilà, déjà, tu vois, où en est la littérature? Numéro de l'infini. C'est la revue de Solers chez Gallimard. 25 auteurs invités, une femme, Marie Redonné, et une autre qui a collaboré, Sonia Nowolzelski-Müller, parce que c'est elle qui là, m'emmène dans un entretien, mais elle figure même pas, son nom ne figure pas dans le sommaire. Et comment... tu vois, là, ça fait un tiers de siècle de distance, de 87 à maintenant. Alors ça rassure. Oh, bah à l'époque, qu'est-ce qu'on était cons. Bon, je vous dis, Alain Nadeau, il donne pas le sommaire aux gens qui l'invitent. Et est-ce que j'aurais été capable de me rendre compte ou de dire « Eh oh, eh oh, eh oh !» Je sais pas. En tout cas, aucun de nous, je pense qu'on a tous été mis devant le fait accompli, mais est-ce que ça nous a gênés? Où en est la littérature? C'est une affaire grave quand même. Ah, tout d'un coup, c'est à nous qu'on le demande. Et tu vois, comme tout d'un coup, l'impression que tout ça peut, hop là, s'en aller vite. 25 auteurs,
Pas une femme, si, une, Marie Redonnet. Il y a une autre pour un entretien, mais on ne met pas son nom dans la table des matières. Tu vois, comme aujourd'hui, ça peut me travailler lourd, ces trucs-là. Alors, ça travaille positivement, oui. Maintenant, on fait autrement. Et l'autre question, elle est plus subreptice, elle est plus dans le fond. C'est-à-dire si ça, c'était le contexte acceptable ou la dose acceptable de l'époque. Personne n'a dit à Alain Nadeau, quoi, t'as un numéro de l'infini, où en est la littérature, et t'invites 25 auteurs, dont une femme. Je pense qu'il y a maintenant Je pense que maintenant, il y a des jeux éditoriaux de décision collective. Ça ne serait pas à passer. Et en quoi, ça travaillait aussi l'imaginaire, le dessous du texte. Marie Redonnet, elle est là. Devenir écrivain, assumer de le devenir, et puis vivre pour continuer de l'être, n'a pas été pour moi chose évidente. Je n'ai jamais été à l'aise avec les mots que je considérais comme des étrangers. À l'école, j'étais nul en rédaction. Je n'avais aucune imagination. Je ne savais ni décrire, ni raconter. Je n'avais pas la moindre qualité d'expression. J'ai d'ailleurs toujours gardé cette maladresse et ce désaccord initial avec la langue. Dès que je n'écris pas de la littérature ou quelque chose qui m'engage très personnellement. Ce n'est sans doute pas par hasard que la langue, à partir de laquelle mon écriture s'engendre, est très pauvre sur le plan lexical et syntaxique. Et que la complexité de mon écriture doive se poser sur un autre plan que ce qu'on appelle dans la tradition littéraire française le style. Quand j'ai commencé à écrire de la littérature vers 27 ans, c'était par bref éclat poétique qui venait brusquement percer le bloc de mutisme qui avait toujours été le mien. Mais j'écrivais alors de façon très intermittente, sans accorder consciemment beaucoup d'importance à ces phrases écrites sur des feuilles que j'ai d'ailleurs jetées, mais dont certaines me sont restées en mémoire, révélatrices peut-être de ce qui allait plus tard advenir. Je suis né, je vais mourir. Entre les deux, mon sexe pèle à mon texte. On laisse flotter sa cargaison de viande à même le temps. Ce qui par contre m'envahissait à la place de l'écriture si peu présente, c'était une aggravation de mon état de désaccord au monde, sous forme de symptômes névrotiques de plus en plus nets et de comportements à tendance borderline. Je crois que j'y suis dans mes carnets. Il y a un truc d'improvisation. Pour moi, c'est ça, les carnets. C'est-à-dire, tu arrives là au dimanche soir, tu reprends encore les cartons que tu vas éliminer, porter à la déchetterie, parce que j'ai vital besoin là, de faire de la place. Tu retombes sur ça, tu dis, mais c'est quoi que j'avais écrit dans ce truc? Et puis tout d'un coup, ça devient, il y a Novarina, il y a un truc, puis lui, il est mort, Savitskaya, il était déjà là. Et Alain Nadeau, lui, il est plus là. Puis tout d'un coup, tu comptes, mais une femme pour 25. Alors quand j'ai vu aussi qu'il y avait Jacques Abeille, alors c'est qu'à Bordeaux, il y a une association Jacques Abeille qui s'est lancée. Donc le premier réflexe, c'est de dire à De Véza qui s'en occupe, tiens, attends, est-ce que vous l'avez ce texte, là, cette archive, là, je vais vous le scanner et l'envoyer. Et je m'étais dit, tiens, c'est rigolo. L'autre jour, je ne savais plus que j'avais participé à un ouvrage en même temps que Jacques Abeille. Eh ben, je vais lire là cette nouvelle. Là, c'est encore une fiction et ça termine par que nul, même parmi les plus illustres, n'aurait su attester. Je l'ai, elle m'enveloppe comme une seconde peau. Je suis écrivain. Donc la question pour chacun, elle était dans le même doute, le même vertige, le même abîme. Où en est la littérature? Qu'est-ce que tu veux dire sinon que c'est pas moi que ça regarde? Ça me regarde pas là où moi je travaille, dans mon petit coin. Et je pense que ce que je dis là dans cet entretien, je l'ai pas relu côté cuisine, là, mais c'est bizarre parce qu'on te met dans la place d'un écrivain qui sait ce qu'il fait. Il y a même des trucs très, très bizarres. C'était après limite mon deuxième livre. Vous savez que maintenant, ce que j'ai repris, le deuxième livre est le plus difficile à écrire. Attendez, je vais vous le montrer. Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Et maintenant, j'en ai fait une belle édition en cartonné en reprenant le texte Minuit, dont j'ai récupéré les droits, et puis je l'ai recopié tout à la main, ligne après ligne, tout en
en incluant à l'intérieur le making-of. Et puis juste avant, c'était le crime de Buson. Et le crime de Buson, il faut que je revienne dessus. Le crime de Buson, et puis il y a plusieurs traductions. Poussansbrot, Poussansvorbridels. François Eingeschlossen, non, ça c'est autre chose, c'est prison. Mais dans le crime de Buson, qui était mon 3e livre, chez Minuit, il y avait, justement, c'était un travail sur l'idée de violence. La violence à laquelle on se fait prendre dans quelque chose de collectif, et la violence et la violence parce que il y a une espèce de saturation individuelle et on se retrouve là à commettre l'irréparable. Et les questions dans l'entretien, c'est ça. Mais comment vous connaissez la prison ? Mais je connais pas la prison. Et puis justement, elle revient là sur Limite, donc le 2e livre, toujours le plus difficile à écrire. Mais vous avez joué au foot pour écrire sur le foot ? Mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça notre tâche de littérature. Vous pensez un petit peu à votre public quand vous écrivez ? Ça, c'est moi qui réponds. Il y a une figure de Kafka qui est complètement centrale dans la colonie pénitentiaire, le châtiment imposé, le pourquoi, son énoncé, s'écrit dans le dos de la victime et ne peut se lire que trop tard, juste quand la herse s'enfonce. Dans Kafka, cette figure du dos devient partout. C'est le mythe d'Orphée, rien regarder du but cherché, aussi bien sans doute dans cette manière hérissée d'un travail, ne pas chercher à pacifier, arrondir les angles, surtout ne pas obéir à la dictature du consommable, de livre à lire dans sa salle de bain. Tiens, prends ça dans ta figure tous, hein, tu vois, je vais pas régler mes comptes encore maintenant, tout ça, je considère comme un ami proche, je sais pas, c'est pas important, c'est une fraternité. Pour finir, si vous n'avez pas fait de prison, au moins vous avez joué au foot. Mais non. Pourtant, il y a des moments d'identification avec vos personnages, l'impression qui domine. Pourtant, s'il y a des moments d'identification avec vos personnages, j'ai jamais pensé ça. L'impression qui domine, celle d'un décalage produit par votre langue. On est décalé d'avance, nous autres. C'est une langue difficile d'accès, pleine de résistance, encombrante, hérissée. J'ai fini par l'accepter. Une langue qui, par son côté mal dégrossi, si je puis dire, est proche de l'argot. Quand tu travailles lourd sur le XVIe siècle et tout ça, c'est pas l'argot. Bon, je laisse ça. Donc, il y aurait plein de textes là à reprendre. Parce que je ne sais pas où ils sont. Est-ce que Gérard Massé, la poésie tombée dans la prose ? Je regarde, page 74. C'est un entretien avec Jean-Baptiste Parra. Vieux gars. On n'était pas encore des vieux gars. On est maintenant des vieux gars. Mais tout d'un coup, c'est à nous qu'on pose la question. Où en est la littérature ? 24 garçons, une fille. Alors, c'est pas Eugène Savitskaya, c'est pas Hubert Haddad, c'est pas Domecq, c'est pas Jean Rollin, c'est pas ni Jacques Géraud, ni Dominique Noguez. Valère Novarina, lui, il n'y a pas de problème, tous ces entretiens, tout ça, c'est repris là, dans ses bouquins chez POL. Si vous voulez bien. Tant pis pour Jacques Abeille. Ça fait quand même 210 pages à scanner, ce truc, on verra. Je vais revenir à Marie Redonnet. Seule femme présente sur 25 auteurs quand on pose la question où en est la littérature. C'est alors qu'à 29 ans, après la mort de mon père, j'ai commencé une analyse. C'est pendant ces 7 années passées sur le divan que je suis devenu écrivain. Je ne suis pas devenu du tout dans l'illumination soudaine et irrésistible d'une vocation. Au contraire, ça a été la lente et tâtonnante recherche de ce que je pouvais bien avoir à faire avec les cartes bizarres que mon hérédité, ma naissance et mon histoire familiale m'avaient données. Cartes que je ne connaissais pas auparavant et qui, peu à peu, ont été mises au jour avec une évidence de plus en plus grande. Devenir écrivain, j'ai très vite compris que ça allait être quelque chose de tordu, même si de cette torsion devaient naître des formes et une harmonie. J'ai beaucoup résisté à m'y engager, disant que je voulais devenir analyste, alors que je continuais à parler de devenir écrivain, dilemme qui me permettait de retarder. Le dilemme ne s'est vraiment résolu qu'à la fin de l'analyse, quand j'ai réglé la question du nom. Car pour moi, cette question, nom, N-O-M, je précise, a beaucoup à voir avec le devenir écrivain. C'est même un des nœuds qui me fait l'être. Comme si, en ayant fait advenir par l'écriture le nom qui ne m'était pas donné, redonné, nom de jeune fille de ma mère, au lieu de l'hospitalier, nom du père,
C'était tout un univers perdu, une mémoire inaccessible, une autre langue que j'avais à faire ressurgir pan par pan, livre après livre, comme si le nom absent de mon état civil, en redevenant présent par l'écriture, me redonnait un peu de l'être dont j'étais depuis toujours séparé, et me faisait d'une certaine façon renaître autrement. Et je sais maintenant que si écrire est à certains moments être plus qu'un homme, tu vois le statut du mot homme, là, dans ce sommaire de 25 où elle est la seule autrice, comme on dit aujourd'hui, qu'on n'aurait pas dit à l'époque, c'est aussi avoir été et redevenir encore à chaque fois dans la traversée éprouvante qui est celle de la jeunesse du livre, moins qu'un homme, rencontrer ces zones de l'informe et du chaos, des régressions les plus archaïques. Il faut que je reprenne ça, tu vois, parce que le plus qu'un homme, moins qu'un homme. Et je sais maintenant que si écrire est à certains moments être plus qu'un homme, c'est aussi avoir été et redevenir encore à chaque fois dans la traversée éprouvante qui est celle de la genèse du livre, moins qu'un homme. Rencontrer ces zones de l'informe, du chaos, des régressions les plus archaïques, des blocs de mort comportant en soi des pulsions aveugles, c'est rencontrer sa misère la plus radicale et puis ensuite réussir à remonter, à se retourner et à faire advenir le livre de cette traversée-là. Dans Splendid Hotel, ça je m'en souviens bien de ce livre de Marie Redonnet, ma narratrice sans âge est une sorte d'éternelle ménopausée. Dans Forever Valley, elle a 16 ans, n'est pas formée, ne le sera jamais. Et dans Rose Mélie Rose, qui clôt le cycle de ses 3 romans, donc c'était chez Minuit à l'époque, ça commence quand elle a 12 ans. À un moment donné aussi, tu travailles ça et t'es mis de côté. Mis de côté de chez Minuit, on a été un paquet aussi à qui c'est arrivé. Ça commence quand elle a 12 ans, le jour de ses premières règles, comme s'il y avait eu dans l'écriture de ce triptyque remonté dans le temps, traversée de la mort et surgissement de la vie et du sexe enfoui. Et même dans l'écriture si rapide de ces 3 romans, s'engendrant les uns les autres sur 16 mois, je peux dire que 4/5 de mon temps d'écriture s'est passé à affronter la page blanche, à buter contre l'absence des mots. Et même dans l'écriture si rapide de ces 3 romans, s'engendrant les uns les autres sur 16 mois, je peux dire que 4/5 de mon temps d'écriture s'est passé à affronter la page blanche, à buter contre l'absence des mots et à vivre dans l'hébétude de n'être plus rien, ou alors à écrire des textes si misérables que j'avais honte de les avoir écrits. Et pourtant, obstinément, je forçais, je continuais pour que survienne le nouveau livre. Quand le livre surgit, c'est ce que Bataille appelle la chance. C'est pourquoi écrire est un jeu dangereux. Il faut avoir payé le prix et le payer encore. Rien n'est jamais gagné. La partie est toujours à rejouer, et cela sans garant. Être lu et reconnu est absolument nécessaire à l'écrivain. C'est la justification, le réconfort narcissique dont il a besoin pour continuer. Mais continuer, c'est à chaque fois s'enfoncer de plus en plus dans son étrangeté qui fait qu'on écrit pour paradoxalement sortir ce dont on ne sort jamais tant qu'on est écrivain. C'est ça, pour moi, la littérature. Ce jeu dont l'enjeu est à la fois perte et trouvaille, redonne après la maldonne. Et comme le dit Samuel Beckett, il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils trouvent, jusqu'à ce qu'ils disent l'étrange peine. Cette étrange peine, toujours présente au cœur même de la plus forte jouissance d'écriture. Respect. Alors tu vois, je me dis que précisément, le mot écrivain, peut-être qu'aujourd'hui justement, on n'en aurait plus besoin. On a la littérature, que peut-être ça aussi, on commence à l'avoir laissé derrière. Par contre, l'étrange peine, non. Alors où ils sont, où on peut les trouver, les livres de Marie Redonnet? Cherchez, probablement vous allez en trouver les désherbages des bibliothèques. Vous trouverez bien peut-être ces 3 livres chez Minuit. Pour 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça ne lui rapportera pas un petit sou de droit d'auteur, tu vois. Donc, qu'on soit entré dans l'éphémère aussi. Ça, c'est sacré leçon. Et pourtant, tu vois ce qu'elle mettait dans l'éphémère? Et j'avais pas prévu de la lire, là, aujourd'hui. Ça fait du bien d'évacuer. Le passé dépassé.